C'est un sujet de grande importance qu'on va évoquer ce matin avec Jean-Marie Cavada, qui est député européen, député de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Il vous concerne ce sujet, c'est l'accès à l'information sur les réseaux et sur les sites internet. Cet accès, il doit être payant si on veut que la presse, que les médias, que l'information de qualité survivent. Il doit être payant pour ceux qui les diffusent, qui la diffusent. Jean-Marie Cavada, bonjour. Bonjour à vous tous. Alors, je résume un peu la situation parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez sur des sites internet, sur des réseaux sociaux, vous vous informez et ceux qui vous informent, eh bien, ce sont les médias, c'est Le Figaro, c'est RTL, c'est TF1, c'est France 2. Et ceux qui jouent les intermédiaires, ce sont ces grandes plateformes qui sont détenues en Occident par des géants, ce qu'on appelle des géants de l'Internet, qui sont américains. C'est Google, c'est Facebook, c'est tous ces noms que vous connaissez et qui vous sont familiers. Eh bien, ces plateformes, elles vont chercher ces informations sur nos sites à nous et elles vous les distribuent, elles vous les servent gratuitement. Sauf que nous, eh bien, on envoie des reporters au bout du monde, on consulte des experts de très haut niveau, et tout ça, ça a un coût. Eh bien, c'est de savoir si aujourd'hui, on peut faire en sorte que ces plateformes nous rétribuent les médias pour que, eh bien, nous puissions continuer normalement et proprement notre travail. Cette question va être à l'ordre du jour du Parlement européen la semaine prochaine, notamment le 12 septembre, où une directive européenne eh bien, sera à l'ordre du jour. Sera-t-elle votée pour que justement eh bien, la réalité change quelque peu? Pardon de cette introduction un peu longue, mais je pense qu'elle était utile, Jean-Marie Cavada, pour que tout le monde comprenne. Ouais. Jean-Marie Cavada, donc ce texte qu'on appelle un droit voisin, qui est un droit, pourquoi voisin? Parce que c'est important aussi, voisin du droit d'auteur, parce que c'est un texte plus important sur le droit d'auteur. Là, il s'agit d'un droit voisin. Ce texte a-t-il des chances d'aboutir? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Il y a deux points forts. L'article 13 pour les droits d'auteur de la création artistique, qui, par parenthèse, a une valeur économique énorme en Europe, donc un continent très productif. Chaque année, la création artistique en Europe, c'est 530 milliards d'euros. C'est 7 200 000 personnes qui travaillent dessus. Autrement dit, si on affaiblit l'économie, vous voyez un peu le carnage. Et donc, ça, c'est l'article 13. Pour la presse, c'est l'article 11. Le droit voisin, comme vous l'avez dit, voisin du droit d'auteur, parce qu'en effet, qu'est-ce qui est important dans le travail des agrégateurs et des plateformes? Eh bien, c'est le fait qu'au fond, ils agrègent. Mais agréger, il faut bien que ça vienne de quelque part. D'où ça vient? Ça vient de la presse qui elle-même investit beaucoup pour pouvoir publier de l'information. Sauf que, voici un exemple, depuis le début de l'année en France, de janvier à mai, 7% du marché publicitaire a quitté le print, le papier, que vous achetez dans les kiosques, etc., pour aller vers le numérique des agrégateurs. Autrement dit, 7% en 5 mois, ça fera au moins 10% par an. On ne peut pas tenir 5 ans comme ça. On dit aujourd'hui que 90% du marché publicitaire en France est détenu par ce qu'on appelle les GAFA. Les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Apple et Facebook et Microsoft. Autrement dit, ce texte a-t-il des chances de passer dans l'État où le rapporteur, qui n'est pas bon, qui est faible, qui n'a pas de ligne directrice, qui s'est laissé balloter par les Verts d'un côté, des socialistes verdoyants de l'autre. Il y a des socialistes raisonnables. Les Français le sont. Par exemple, il faut leur rendre hommage et justice. Mais ce texte est à minima. Aujourd'hui, le texte à minima qui concerne la presse, l'article 11, n'a pas de majorité politique. Je l'ai encore constaté en réunion hier, où j'étais à Bruxelles. Et donc, ce texte ne passera pas. Il ne passera pas? Non, ce texte... Certain, ça. J'en suis quasiment, hélas, certain. Alors j'ai fait un filet de protection que j'ai proposé par la voie des amendements, de telle sorte qu'au moins la presse ait un minimum de corpus juridique pour pouvoir faire des procès si on la vole, si on la pille, ce qui est le cas. Mon petit doigt me dit que cet amendement est aussi critiquable, si vous me permettez. Oui, bien sûr, parce qu'il n'est pas assez fort. Oui. Il s'agit des snippets. Il n'est pas assez fort. Alors, moi, je voulais... Il faut qu'on explique ce qu'est une snippet à nos auditeurs, à nos internautes d'ailleurs, qui sont concernés encore une fois au premier chef. C'est-à-dire qu'un texte court, eh bien, ne ouvrirait pas droit à rétribution, alors qu'un texte plus long, lui, obligerait les plateformes eh bien, à rétribuer l'apporteur d'informations.
c'est ça? C'est ça, mais quand vous dites un texte court, vous êtes modeste parce qu'en fait, c'est un texte ultra court. Au départ, moi, j'étais favorable à ce qu'on ne donne rien gratuit, ni les titres des journaux, ni des extraits courts, très courts, et naturellement encore moins le corpus du reportage qui, lui, c'est là où il y a l'investissement financier. Il faut payer le reporter, il faut payer les équipements, etc. Mais nous avons été battus le 5 juillet, au Parlement européen en session plénière, à cause de ça. Nous avons été battus par tous ceux qui, notamment des pays nordiques, notamment des pays d'Europe centrale et un peu des Allemands aussi, estiment que nous étions en train de procéder à une censure, ce qui est un argument de propagande totalement faux. On ne censurait aucun texte, d'où qu'il vienne. Ce qu'on voulait, c'est que qui que ce soit qui emprunte un texte à la presse le paye intégralement. Ah oui. Et nous avons été battus. Alors, la politique, pour imposer une loi, il faut une majorité, et c'est pour ça que j'ai fait un filet de protection critiquable, mais au moins il y a quelque chose, parce que pour l'instant il n'y a rien, et si le texte du rapporteur ne passe pas, au moins il y aura mon filet de protection. Mais Jean-Marie Cavada, vous êtes journaliste, vous avez été journaliste, vous savez ce que c'est. Journaliste un jour, journaliste toujours. Toujours, et vous voyez comment les gens, utilisent, ont la praticabilité de l'Internet. Oui. Et il suffit qu'ils aient une information et ça leur suffit. Donc 50% des consultations portent justement sur des textes ultra courts. Oui, je suis sûr. Donc ça va faire un manque à gagner énorme, si tant est qu'on y arrive. Je suis sûr, mais il n'y a pas d'autre alternative, si ce n'est le vide juridique, c'est-à-dire pour vous, si vous êtes volé et pillé, que ce soit court ou long, aucune arme pour entamer des procès, puisqu'il n'y a rien actuellement. Et d'autre part, j'indique aussi que dans la transposition de la directive, puisqu'une directive... Un règlement général, ça s'applique d'office. Une directive, ça se transpose dans le droit du pays. Quand ce texte arrivera en France, je fais confiance au Parlement français pour le durcir encore, sans le changer totalement, mais de le durcir, de raccourcir. Il n'est pas adopté. Il sera adopté avec cet amendement ? Mon texte à moi ? Ouais. Oui, aujourd'hui... Vous en avez l'assurance ? Oh, on n'a jamais d'assurance, mais au jour d'aujourd'hui, le décompte me donne une majorité. On verra ce qui se passera mercredi prochain. S'il est adopté avec l'amendement dont vous parlez, la France pourra le durcir ? Oui. Et pourra d'ailleurs passer au-delà de votre amendement ? Elle n'ira pas beaucoup au-delà, mais il suffit, comme vous l'avez fait remarquer, de dire qu'au-delà de 3 mots ou de 5 mots, c'est non, on paye. Donc il y a des moyens, il y a 2 étapes, il y en a même 3. Il y a le texte du Parlement, il y a ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire l'équivalent des décrets d'application qui, au Parlement européen, réunissent le Conseil, les patrons, les ministres, la Commission, et le Parlement. C'est nous qui faisons les textes d'application, si je puis dire, des lois que nous votons. Et puis la 3e étape, c'est la transposition en France, et dans tous les pays d'ailleurs, dans l'expression du droit national. Et là, on peut encore le durcir. Donc, on utilise de petits moyens, mais la situation tragique qu'il faut bien voir, et la presse a laissé faire depuis 10 ans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, la presse ne peut pas se défendre juridiquement. Elle n'a aucune arme. Et là, je veux lui donner un minimum d'armes, à condition que j'ai une majorité pour le voter. Vous parlez de la presse, mais il faut parler des médias, parce que c'est pas uniquement la presse écrite. C'est l'ensemble, oui, c'est les médias, bien entendu. Ok. Alors, petite question politique. Vous dites, il y a ceux qui s'opposent à cela au nom de la liberté d'expression, à cette directive. Au prétexte, pas au nom. Parce qu'il n'y a aucune censure de contenu. Aucune. Mais il y a aussi des raisons politiques. Donc, vous parlez beaucoup des pays d'Europe centrale, notamment la Pologne, un peu l'Allemagne. On voit sur la taxation, c'est-à-dire sur l'imposition de ces plateformes, de ces GAFA, que, par exemple, même Mme Merkel, elle ne veut pas se mettre mal avec M. Trump. Ce sont des entreprises américaines. Oui, enfin, je crois que maintenant, elle va... Est-ce que c'est la même donne pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le droit voisin ? Alors, le droit voisin, non, parce que le droit voisin, il y a une pratique en Allemagne qui existe quasiment actuellement, par des biais juridiques différents. Mais elle est plus en avance que la France. Elle est un peu plus en avance sur ce sujet. Il y a eu des procès, d'où une jurisprudence. Ce n'est pas une loi, mais c'est une jurisprudence. La France, je suis tout à fait confiant, la majorité opposition largement voteront cette affaire. Tous les députés européens français voteront. Les députés européens français, sur 71, je peux compter au moins sur 60 voix. José Bové, par exemple, qui est une figure importante chez les Verts, m'aide et votera, a garanti qu'il votera. Karima Delli a garanti qu'elle votera. Quelques-uns peut-être aussi. Donc, en réalité, les Français du Parlement européen. Et puis ensuite, dans une étape ultérieure, dans quelques mois, les Français du Parlement français qui transposeront dans notre droit cette loi européenne. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, parce qu'on a une tradition, nous, en France, et le problème a été soulevé par M. Mignola il y a quelque temps, à juste raison. À ce propos, vous le savez, si jamais cette directive n'aboutit pas, ou elle n'est pas jugée satisfaisante par les opérateurs français, eh bien, il y a une proposition de loi, effectivement, qui est défendue par M. Mignola, qui est un député, et cette proposition de loi peut se substituer
utilement, si jamais il n'y a rien. Pour la France, le danger est moins grand que pour les autres pays. Pourquoi? Pour une raison simple, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre préambule de présentation, oui, c'est qu'il y a une sorte de cousinage par la tradition, par l'habitude, entre le droit d'auteur artistique, les musiciens, les interprètes, etc., les auteurs littéraires, et puis le journalisme, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, les journalistes, ce sont quand même des auteurs qui écrivent. Et par conséquent, il y a une tradition qui fait qu'il est entendu en France que si l'on va chercher un texte journalistique pour le mettre sur un agrégateur, une plateforme, eh bien, il doit être acheté, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et alors, cette proposition de loi française pourrait faire l'économie de l'amendement dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on pourrait... C'est un deuxième filet de protection. Non, il ne faut pas faire l'économie. Pour éviter les snippets, c'est-à-dire pour éviter de distinguer. Il faut pas... Là, vous êtes, pardonnez-moi, franco-français. Quelle est l'arme dont je dispose pour essayer de ramener les GAFA dans la loi morale? Parce qu'il y a quand même de la morale là-dedans, du commerce. C'est-à-dire, je ne vole pas les produits dont je fais commerce, je les achète. Et puis, un autre aspect de la morale, c'est je paye des impôts. Il faudra bien qu'un jour, ces gens payent des impôts là où sont leurs consommateurs. Et donc, si vous voulez, dans cette affaire, il est nécessaire, étape par étape, de les amener à récipicence. Je ne veux pas leur mort, je veux qu'ils deviennent normaux. D'accord. Sur un plan pratique, admettons que ça marche, qu'on y arrive, à minima ou de façon plus large. L'argent qui serait versé par les GAFA, il irait où? Il irait aux entreprises de presse. Via un fonds, comment ça se passera? Alors, pour nous, on n'a pas voulu se mêler de ça. Moi, je suis très hostile à ça, à me mêler de comment s'organiserait et se gérera le fonds. Actuellement, il y a un fonds Google, mais enfin, c'est de la monnaie de sortie de messe. 50 millions par an pour je ne sais pas combien d'entreprises de presse, donc c'est vraiment de la monnaie qu'on jette aux pauvres dans l'écuelle à la sortie. C'est vraiment très immoral pour moi, de mon point de vue. C'est aux entreprises de presse de gérer directement, de mon point de vue, leur relation avec Google, YouTube. Ah, ça serait à chaque entreprise? C'est mon point de vue. C'est pour ça que je ne veux pas recommander, parce que la liberté d'entreprise est très importante, y compris pour le rapport social. Les syndicats de journalistes, les syndicats de l'imprimerie, de l'administration, etc. D'accord. Les entreprises de presse, elles ont l'habitude de négocier avec leurs syndicats, elles savent faire. Ça serait évidemment pas à l'unité, mais via un forfait. Alors ça, c'est à vous de voir. On ne dit rien là-dessus. D'accord. On ne dit rien. Vous savez que vous êtes considérablement attendu. J'ai pu consulter la presse ce matin, comme je le fais tous les matins. C'est l'éditorial du plus grand journal français en diffusion, Ouest France, ce matin, sur ce sujet. Je sais. Et donc, il va falloir que vous batailliez ferme. Vous savez, M. Tréhard, ça fait 10 ans, enfin, que je me bagarre, sans écho. Enfin, nous arrivons à fabriquer une loi. Pourquoi c'est important, une loi européenne, même si elle est faible? Et de mon point de vue, elle est faible. Ma première proposition, c'était de dire les GAFA doivent obligatoirement rémunérer, sans distinction de titre, de snippet, de rien du tout emprunt à la presse. Mais je n'ai pas été suivi politiquement, parce que c'est vrai que nous avons une tradition plus progressiste et plus morale et plus normale, ce qui n'est pas le cas. Mais une loi européenne, et j'en termine, est très importante, parce que les GAFA, si la France exige toute seule, ils peuvent la rayer de la carte. Ça ne fera jamais qu'un marché de 60 millions d'habitants. Mais un marché européen, c'est 500 millions d'habitants et ça, ils ne peuvent pas s'en priver. Si jamais le GAFA ne se soumet pas à une directive... Tribunal, procès. Procès? À quel endroit? En France ou devant la Cour de justice européenne, puisqu'il y aura une loi européenne. C'est la raison pour laquelle je tiens tellement à ce qu'il y ait une loi européenne, aussi médiocre soit-elle. D'accord. On continue avec Jean-Marie Cavada. Nous sommes sur le droit voisin. Vous êtes tous concernés, écoutez bien, et c'est Jérémy Pontieux qui va poser vos questions maintenant. Jérémy, bonjour. Bonjour. J'avais une première question, alors on est déjà un petit peu revenu dessus, mais 38 Jules, lui, continue d'entrevoir une issue négative à cette question, nous dit une bonne enveloppe et les journalistes seront déboutés. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Non. Est-ce que vous avez une réponse? Non, ça n'est pas réaliste. Quand il y a des recettes dans une entreprise de presse, médias, etc., il y a toujours une négociation. D'abord, elle est annuelle. Les règles sociales de notre pays s'imposent, puisque le droit social n'est pas européen, il est national. Et deuxièmement, dès qu'il y a de la recette, ça se partage forcément. L'entreprise fait son profit, mais elle en délègue une partie pour ses négociations sociales. Vous le savez bien d'ailleurs, c'est le cas ici, c'est le cas dans presque toutes les entreprises. Je n'ai pas peur de ça. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que les journalistes
ont publié des textes pour dire qu'ils étaient favorables à cette directive européenne. C'est bien qu'ils espèrent aussi, un, que ça ne détruira pas les entreprises qui les emploient, deux, qu'ils en profiteront, ce qui est tout à fait la moindre des choses. J'avais une autre question. Euramer nous dit « Je suis pour une rémunération des journalistes si des articles sont repris dès leur parution. Par contre, on devrait prévoir un délai de parution à partir duquel la reprise est gratuite. Est-ce jouable » nous dit-il. Je n'ai pas réfléchi suffisamment pour répondre, excusez-moi. Voilà. Un système dual. Oui. C'est-à-dire que l'information fraîche serait payante et au bout d'un certain moment, ça tomberait dans la quantité. Il n'y a rien de tout ça dans le texte qu'on fait, hein, il faut le dire à ce monsieur. Mais en réalité, il y a du bon sens dans ce que vous dites, parce que surtout pour les news quotidiens, hein, les journaux de news quotidiens et les journaux de news hebdomadaires, mensuels, il n'y a plus beaucoup de news, mais enfin, ils doivent être rémunérés aussi, bien entendu. Mais c'est vrai que l'information news, le factuel, comme je l'appelle, et les headlines, les titres, eh ben, ça périme, c'est périmé, c'est une denrée périssable. Si je puis dire, c'est comme une boîte de sardines, il doit y avoir une date de péremption dessus, quoi. Alain Paoli nous dit « Google se rémunère sur la publicité payante. Sur ses résultats de recherche, on peut ainsi acheter un mot-clé au clic. Il n'a donc pas besoin du contenu des journaux. » Que pensez-vous de cette déclaration d'Alain Paoli un petit peu Alors je ne le crois pas, Monsieur Paoli, je ne crois pas ce que vous dites, ou plutôt ce dont vous vous méfiez, pour une raison simple. C'est que, qu'est-ce qui va faire, comment ça marche le numérique? Techniquement, tout le monde sait, c'est des algorithmes. Mais comment ça marche sur le fond par rapport au consommateur? C'est la confiance. Et la confiance, elle se nourrit avec des textes fiables, honnêtes. Or, aujourd'hui, le numérique sans les journalistes, c'est des fake news, ou de la propagande, ou de la com. Et donc, moi, j'ai bon espoir que la confiance fera un cadre moral qui enrichira le cadre juridique. D'accord. Masternode nous dit « Ce n'est pas le but de cette directive qui est mise en cause, c'est la méthode. Obliger les plateformes à installer des filtres pour contrôler le flux d'informations en cas de contenu soumis aux droits d'auteur restreindra la circulation des informations que vous tenez à défendre. » Très bonne question, mauvais esprit. Alors, la réponse. Sans doute. La réponse, c'est que premièrement, il n'y a aucun filtre de rien. C'est la propagande de Google qui a dépensé entre 8 et 30 millions d'euros en un mois à Bruxelles avec des cabinets conseils, avec des contrats avec des avocats, etc., qui a fait croire ça. Mais c'est faux. Le filtre ne disait pas cette information est bonne, celle-là, c'est non. Le filtre disait c'est libre ou c'est pas libre. C'est ça. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de filtre. Nous voulons des mesures techniques d'information. Est-ce que vous diriez, par exemple, que l'autoroute est dangereuse au motif qu'il y a un panneau qui signalise 730 ou 710? Non, vous utilisez l'autoroute, mais vous lisez le panneau. Et bien là, vous lirez le panneau, texte libre, texte pas libre. Et s'il n'est pas libre, vous, le consommateur, la personne qui pose cette question, a le droit de demander au GAFA contracter un accord, je veux avoir accès à cette information. Et donc, il va y avoir une pression dans les deux sens, les entreprises de presse et les consommateurs, parce qu'il ne faut pas rêver. De plus en plus d'informations va dériver là. Il va y avoir une masse de consommateurs qui vont être exigeants et, j'espère, réclamer la confiance. Dernière question. Oui, les médias écrits américains veulent faire rayonner le journalisme à la télévision. J'avais envie de vous parler de cette tendance. Le New York Times et le site Axios vont produire par exemple des séries documentaires pour les chaînes HBO, FX. J'avais envie de savoir. Enfin, Jérôme, plus particulièrement, lui nous demande ce que vous pensez de cette tendance et moi aussi j'avais envie de savoir. Je pense de cette tendance que de plus en plus, en effet, le spectacle télévisé et l'information vont se fractionner sur les réseaux, qui est un moyen pratique, commode. Mais d'une certaine manière, ça ne mettra pas en cause les fondamentaux. On aura toujours besoin de quelque chose de sérieux, de quelque chose de fiable. Et je voudrais dire une chose, en touchant le cœur et l'esprit de ceux qui vous regardent. Il s'agit de questions morales, d'une part. On n'a pas le droit de voler ce qu'on vend. Mais il s'agit surtout, bien plus grave que ça, d'une question de démocratie. Le jour, dans quelques années seulement, c'est bientôt, c'est demain, où Google va faire la main basse sur toutes les entreprises de presse françaises. Elles ne valent pas 12 milliards, les entreprises de presse françaises. Je parle du print. Ils ont les moyens. 14 milliards de bénéfices pour Facebook l'an dernier, 13 pour Google. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Et bien ce jour-là, vous aurez un monopole de captation des cerveaux des gens tel que même le communisme n'avait jamais réussi à le faire. Google, rédacteur en chef du monde. Ouais. Google, rédacteur en chef du monde, sans aucun journaliste à l'intérieur de l'entreprise. Deux petites questions pour terminer. La première, comment font les médias américains vis-à-vis de ces plateformes, justement, qui sont elles-mêmes américaines? Alors, d'abord, les médias américains sont plus avancés sur la distribution de leurs informations sur le numérique que nous. Nous avons tardé, nous les Européens, en général. Et ici, le Figaro, c'est quand même une des entreprises qui s'y est mis le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, la consommation de vos informations, de façon très active, sans vouloir vous flatter, elle est quand même extrêmement active. D'une certaine manière, vous êtes un peu moins exposé que d'autres. Mais ce que je veux, c'est naturellement qu'il y ait un cliquet qui ferme l'accès à votre information de base, de façon à ce que cet argent dont vous avez besoin pour continuer à faire votre travail ne parte pas ailleurs. D'accord. Deuxième question. Énorme. Vous êtes optimiste?
Le Parlement européen, 14 ans de pratique, puisque je suis élu depuis 2004, m'a rendu extrêmement prudent. Sur le papier, mon texte a une majorité. Il n'est pas parfait, mais c'est un filet de sécurité parce que je ne veux pas qu'on sorte de cette aventure sans que la presse ait une base juridique pour entamer des controverses juridiques, des procès si c'est nécessaire, si on les pille. Mais je ne garantis rien, non. Et d'ailleurs, la presse a un rôle très important dans les jours qui viennent à jouer pour expliquer ce que j'essaye d'expliquer là. Il y va de la détérioration démocratique, c'est-à-dire votre liberté de choix d'une opinion ou d'une autre, que de faire en sorte, faire pression sur les élus, français, allemands, hein, de telle manière, à ce qu'on oblige les GAFA à payer ce qu'ils empruntent pour gagner leur vie et de quelle manière. Un sujet un peu complexe, mais ô combien important pour l'avenir de l'information, pour l'avenir de vos et de votre information, chers internautes. Merci Jean-Marie Cavada. Merci à vous. Et on pourrait dire, apprenez à vos enfants à lire des journaux. Apprenez-leur à lire, c'est de leur apprendre à raisonner. D'accord. Et bon courage pour la semaine prochaine. Merci et pour le combat que vous menez. Et merci Jérémy de vous être fait eh bien l'interlocuteur de nos internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'est le seul journaliste qui porte un nom de rue. Voilà. C'est vrai.